Salut, c'est Seb. Maintenant, on fait une vidéo où je parle de rien, je parle de tout, je peux parler de la boîte. Derrière, en background, ce que vous voyez sur les côtés, c'est les enchères qui sont en cours là pour la petite série de 39 cartes. Donc, vous voyez pas grand-chose, que je cache la vue. Et oui, c'est comme ça. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur la boutique World Grading, vous faites enchères et ça finit mercredi prochain, après-midi, dans l'après-midi. Donc, le mercredi 12. Voilà. Donc, faut pas hésiter à enchérir sur quelques cartes. L'objectif, ce serait de faire, je sais pas, 450. Ce serait pas mal de CA sur ce genre de cartes. Enfin bref, ne parlons pas de l'opérationnel, toutes ces choses-là. C'est considérations matérielles qui sont nécessaires pour que la boutique tourne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais pensé à faire une vidéo un peu sur le fait de grader, de vendre les cartes commercialisées sur WoG, donc la forme de conflit d'intérêt qu'il y a. Franchement, je me sens pas forcément de faire une vidéo comme ça tout de suite, mais ce qui est intéressant quand même sur le sujet de la gradation, c'est que les clients sont ceux qui payent pour qu'on expertise les cartes. Enfin, ça, c'est déjà un conflit d'intérêt en fait, parce que celui qui vous paye, et c'est celui qui juge votre travail. Donc là, il y a déjà un problème. Après, le marché TCG fait que de toute façon, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, le fait de gérer le flux, même si c'est pas forcément bien payé, mais gérer le flux des gradations, ça permet de régler beaucoup de problèmes qu'il peut y avoir surtout quand on monte une équipe qui est plus grande, de gérer le flux de trésorerie et surtout le flux de travail. Donc ça, c'est quand même une possibilité non négligeable. Et puis il y a aussi d'autres contraintes, c'est que là on a été nombreux à créer des boîtes de grading post-Covid et tout, mais juste le fait d'avoir une entreprise et qu'elle vive, elle a des frais et le sujet c'est d'assurer les frais. En fait, c'est déjà conséquent quoi. Enfin, ça nécessite beaucoup de travail. Enfin, je sais pas si vous avez une boulangerie, vous allez voir en général les petites boulangeries de quartier, c'est le mec qui se lève à 2 heures du mat, il fait le pain, et quand il est 8 heures, il va dormir et sa femme tient la boutique et vend le pain et toutes les conneries avec la journée quoi. Et ça rapporte pas beaucoup, quoi. Et c'est un truc qui demande beaucoup plus que 35 heures par semaine. Enfin, je sais pas si vous imaginez tenir une boutique, ne serait-ce que 7 heures par matinée, bah si vous faites ça 7 jours par semaine, bah ça fait 49 heures. Donc c'est déjà beaucoup, et faire du pain, c'est galère. Enfin bref, du coup, voilà, je me rapproche un peu d'autres types d'artisanat qui peuvent exister, mais enfin moi, je fais un peu le même principe, quoi. Je récupère des matières premières, je les observe, tu sais, je les analyse, après, tac, ça fait des étapes, des process, on les met à griller sous la presse. Bon, ça grille pas, mais ça, comme ça soude, c'est un petit peu quand même de la chaleur. Et voilà, après on les bichonne, on fait du packaging, on propose, on met en vente, on fait des photos, donc c'est un truc. Après, le fait de vraiment de grader, enfin, je vais en parler un petit peu, mais le fait de grader, de commercialiser, c'est sûr que il y a quand même des sujets faut pas faire n'importe quoi, mais ça dépend aussi des personnes. Enfin, ça dépend aussi de la vision entrepreneuriale des gens. Ça dépend si votre société, vous êtes prêt à la voler, tout simplement, et si vous n'êtes pas prêt à la voler, comment vous allez faire les choses pour que ça se passe bien. Et puis aussi, est-ce que vous maîtrisez le protocole de grading au niveau de la structure? C'est aussi un autre sujet, parce que moi j'avais entendu parler de vol qu'il y avait eu dans une société de gradation, a priori d'un salarié qui a piqué toutes les commandes des clients et s'est barré avec. Euh, bon, pas dingue, mais bon, après ça, voilà, ça c'est un truc. Mais on peut imaginer aussi dans des sociétés de grading, enfin des grosses sociétés, que une fois que tout le monde est parti, il se pointe à l'atelier et il grade pour sa pomme, je sais pas, 200 cartes avec des notes qui ne sont pas forcément les bonnes notes, quoi. Donc voilà, bon, voilà, ça c'est du vol pour la société, mais enfin, moi je vois de toute façon dans l'univers TCG, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de gens, comme je disais dans notre vidéo, qui sont mal intentionnés, qui volent, qui écrasent les plus faibles. Enfin, moi j'ai vu des gens qui avaient 30 ans, qui étaient sur des brocantes, qui se ruaient sur des enfants de 6 ans avec leurs cartes, en leur disant tiens, prends ta pièce de 20 centimes sur une carte à 50 euros. Enfin, j'ai vu des gens
avoir ce niveau-là, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est en dehors de tous les petits détaillants qui sont pas trop regardants sur le fait d'acheter des cartes chinoises et de vendre des boosters chinois qui payent 25 centimes ou 50 centimes et les vendre 4 euros comme si c'était du vrai, à tirer l'arigot. Et puis, même en haut classement, j'avais entendu parler d'un mec qui achetait des grosses cartes, de très grosses cartes. Et bizarrement, il les revendait aussi assez facilement, quoi. Bah, en fait, il refaisait des scellages, il avait des machines de scellage lui-même et il scellait du PSA avec des fausses cartes, quoi. Donc là, on est sur un niveau de truandage qui est vraiment très très élevé. Et ça, voilà, c'est d'escroquerie, c'est qualifié, quoi. Après, sur il y a quand même pas mal de supports, enfin de sujets, mais on peut aussi se rappeler de la crise des subprimes où t'as toutes les agences de notation qui ont pas vraiment fait leur boulot. Et dans le film là, The Big Short, ils montrent en fait que de toute façon, en fait, ils ont plus la main sur les notes qu'ils mettent, quoi. Et la question, c'est est-ce que quand vous êtes une société de gradation, vous avez vraiment la main, c'est-à-dire vous décidez, et c'est pas le client. Parce qu'il y a aussi un autre truc, nous on a fait ça pendant 1 an et demi avec des gros clients qui nous envoyaient des centaines et des centaines de cartes. Il y a un moment donné où en fait la relation, elle devient assez déséquilibrée dans le sens où si vous dépendez d'un de vos gros clients pour ne serait-ce que boucler les mois, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si quelqu'un il envoie 2 fois ou 3 fois des séries de 300 ou 500 cartes, ça représente des montants qui sont importants et ça mobilise aussi votre équipe de grading. Donc ça veut dire que euh, non seulement il devient important pour votre trésorerie, mais en plus il prend de la place sur la dimension de votre équipe de grading et aussi sur la place que peuvent avoir d'autres clients. Parce que à un moment donné, vous allez lui faire plus de fleurs peut-être déjà financièrement, et donc, les nouveaux entrants, ils auront jamais le meilleur tarif que vous faites aux gros clients actuels. Et donc déjà, il y a, voilà, ça, bref, après ça, c'est dans tout commerce, ça change rien. Mais par contre, le client, il peut être quand même assez regardant sur le fait d'avoir, ok, n'importe. Par contre, ce Rayquaza-là, c'est plutôt un 9,5 qu'un 9, ce serait bien, merci. Voilà. Et là, voilà, vous êtes dans une situation où le délit d'initié, si je puis dire, enfin en tout cas la façon dont vous allez traiter ce cas de figure-là, il est fort. Après, il y a aussi d'autres sujets sur ce que je disais sur le marketing un petit peu, de faire vraiment d'inonder le marché avec des cartes gradées de sa propre société de gradation, et dans ce cas-là, d'utiliser son équipe pour faire du grading marketing, ce qu'on appelle le grading marketing, c'est-à-dire des gradings où ils feront pas d'argent ou quasiment pas d'argent, et ils vont mettre ces cartes gradées entre les mains de personnes qui peuvent les diffuser pour pouvoir attaquer le marché comme ça. Et donc ça, c'est aussi c'est possible. Donc c'est une autre forme de management de l'équipe. Et ça a quand même un mérite, c'est que bah, ça fait de la publicité. Après, je sais pas quel est le niveau de collector, mais je pense qu'il gratte sur un ordre de 5000 unités par mois. À mon avis, ça doit être de ce genre-là. CCC, je sais pas trop, parce que eux, leur grading est assez cher, donc peut-être qu'ils ont un volume qui est plus faible, mais comme leur marge doit être beaucoup plus importante, c'est peut-être plus rentable de grader moins, si on peut se le permettre. Mais en tout cas... c'est sûr que c'est une stratégie qui est non négligeable. Après, je sais pas si vraiment le fait d'avoir beaucoup de cartes dans la nature fait beaucoup de commandes. Ça dépend vraiment de comment on communique et comment aussi on, on fait communiquer les gens du réseau à qui on offre des gradings à très bon marché. Donc ça, c'est une possibilité. Mais le corollaire de ça, et c'est un truc qui est tout basique, c'est que si vous mettez dans la nature des cartes avec 2 euros de valeur de grading, et ben ça veut dire que votre grading, à terme, il vaut 2 euros. Voilà, c'est tout. Parce que s'il n'y a plus de barrière à l'entrée, en fait, il y a aucune raison pour que... Si vous êtes un vendeur pro et que vous achetez des cartes à 2 euros et que votre grading est à 2 euros, modulo de machin, vous êtes prêt à vendre à 6 euros, en fait. En fait, vous en avez même rien à foutre du prix. Ça vous concerne pas. Vous savez que vous ferez votre argent. Donc c'est une possibilité, mais à la fin il y a quelqu'un qui est perdant, et celui qui est perdant, c'est la société de gradation qui parce que une fois que votre grading vaut 6 euros, bah les gens ils vont pas vous envoyer des cartes en payant 12 ou 15 euros la gradation, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il faut aussi être assez méticuleux dans le choix des cartes gradées. Après, si vous gradez juste pour protéger les cartes et pour les mettre de côté parce que vous pensez peut-être que plus tard ce sera bien,
bien. Là, il y a aucun risque. Enfin, c'est une bonne chose de faire ça. Et en plus, la cyclicité et la rapidité des cycles de Pokémon fait en l'espace de, moi, je dirais assez peu de temps, on se rend compte que les prix montent. Enfin, moi, j'ai vu, et là, depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, je vois des augmentations de prix sur des cartes que je ne peux même plus négocier, quoi. Enfin, le gros Pikachu Célébration, il vaut quasiment 10 balles. Enfin, c'est sidérant. Le gros, celui qui est dodu en VMAX, il est à 30 alors qu'il a jamais, enfin, il était à 10, 12. Et voilà, il y a des déclinaisons comme ça, et c'est sur des éditions qui datent de 2021, 2022, 2020. Donc c'était hier, quoi. Enfin, voilà, donc de toute façon, ce que je dis sur le truc Pokémon, c'est que Pokémon, c'est assez spécial. Parce que, en gros, une nouvelle édition arrive. Vous allez en boutique, vous êtes tout frétillant et tout. Oh yes, je vais avoir ma boîte et tout, c'est génial. Donc, vous achetez votre boîte en ETB, en display, je m'en bats les couilles. Bref. Et du coup, vous rentrez à la maison, vous faites votre petite prière, vous mettez un bâtonnet d'encens, vous faites psalmodier un petit peu, et après, on ouvre la boîte. On ouvre la boîte, et là, waouh, des super cartes Pokémon, c'est génial, votre collection augmente. Donc, alors, du point de vue, on va dire, investisseur, fallait pas ouvrir la boîte, premièrement. Parce qu'en fait, elle vaut peut-être déjà, si vous l'avez acheté vraiment, je sais pas, dans votre détaillant, le jour de la sortie, que vous avez fait la queue, ou vous êtes arrivé au bon moment, ou que ce magasin filtre et ne vend pas beaucoup de quantité, et vous avez été, heureusement, l'avant-dernier, ou peut-être le dernier à avoir votre boîte. Bah du coup, en fait, le soir même, cette boîte vaut quasiment 2 fois le prix que ce que vous avez payé en magasin, parce qu'il y en a déjà plus, et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, ils ont pas pu aller au magasin à côté pour récupérer la boîte. Donc déjà, juste faire quasiment un x2, bon, je sais pas si ça fait x2 à chaque fois, mais on va dire un 60% sur l'achat, bah c'était potentiellement le mieux. Bon bref, passons à autre chose. Donc vous êtes chez vous, vous avez ouvert les boosters, vous avez vos jolies cartes et tout, et on va faire un errata en mode statistiquement, vous allez mettons que votre boîte vaut 200 balles. Donc vous allez voir une display, on va dire ça fait 200 balles. On va dire statistiquement modulo, vous allez ouvrir 120 € de cartes à l'ouverture, et sur la valeur des vendeurs du marché, quoi. Donc après il y a un peu de vrac et tout, bah, on va pas prendre, on va dire que ça fait 120 balles. Mais vous faites attention à vos objets, donc vous les rangez religieusement dans des classeurs avec des sleeves. Et le temps passe, et 1 an après votre achat, vous vous rendez compte qu'il y a quelques cartes qui ont pris un peu de valeur et tout, et donc vos 120 €, au bout d'1 an, ils se sont transformés en 140, 145, c'est assez incroyable. Il y a peut-être 1 ou 2 cartes qui ont baissé quand même, mais on va dire là où les 2-3 cartes qui étaient plutôt pas trop mal, elles ont pris un peu de la valeur 1 an plus tard, et l'année d'après rebelote, et l'année d'après rebelote, et l'année d'après rebelote. Et du coup, à 5 ans de votre achat, où vous avez ouvert les cartes, et vous avez laissé tout dans le classeur, votre classeur, il vaut, allez, 250, on va dire. Bah, peut-être 300, parce qu'on va dire 20%. On va dire que votre classeur, il vaut 300. Et donc, vous avez récupéré plus que ce que ça vous a coûté. Après, évidemment, faut commercialiser et tout, mais juste sur l'étagère, votre classeur vaut plus cher que ce que vous avez payé. Et voilà. Et donc, vous êtes un investisseur Pokémon gagnant. Donc vous avez acheté des cartes et vous les avez stockées et tout. Et après, c'est pas forcément très gagnant, mais on va dire que l'année d'après, rebelote et tout, votre classeur il vaut 400. On va dire pour faire plus simple, en 5 ans, vous avez fait plus 100%. Donc vous avez fait 20% par an en faisant un truc qui est fun. Donc moi, je conseille à tout le monde de faire ça si vous y connaissez un petit peu. Parce qu'avant que je me marre et tout, il y a quand même aussi le point de vue financier. Donc là, je deviens un peu plus sérieux. C'est une bonne façon de diversifier un petit peu ses économies, et si ça vous fait plaisir d'ouvrir des cartes Pokémon, c'est quand même un secteur qui est vraiment pas mal, enfin c'est marrant quoi. En plus c'est quelque chose qu'on peut partager, donc c'est aussi sympa, mais faut quand même prendre soin des objets et pas les laisser prendre des dégâts quoi, sinon c'est une perte en capital direct. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens qui font ça, donc qui collectionnent Pokémon et qui font un peu attention, sont des investisseurs gagnants à travers le TCG Pokémon. Et le nombre de gens
qui sont gagnants en ayant des cartes Pokémon, il est extrêmement élevé. Donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir parce qu'ils ont la preuve, et 5 ans, c'est pas très long, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas très long pour se rendre compte que ça marche plutôt bien. Donc, je sais pas trop ce que je veux dire exactement, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un marché où les gens, ils sont gagnants. Parce que ça drive vers le haut beaucoup de choses. Et là, on parle pas forcément d'élite. En fait, c'est ça aussi l'autre point, c'est que cette valorisation-là, elle est atteignable par les débutants. En fait, quelqu'un qui est attaché à ses cartes ne va pas les échanger, ne va pas les vendre, et c'est la meilleure façon de protéger un investissement, c'est de le garder et de le conserver le temps qu'il faut, quoi. Donc, c'est aussi ça le secret. Bah ouais, je fais un break. Le retour du break. Et oui, bah j'ai écouté ce que j'ai dit, c'était plutôt pas trop mal. Mais ouais, sur le fait d'avoir un marché où il y a des gagnants, moi, je me positionne en tant qu'intermédiaire pour pouvoir proposer des produits Pokémon qui sont expertisés pour la plupart, et dans un marché qui est drivé vers le haut, et c'est vraiment très agréable. Parce que, bon, historiquement, moi, je viens de Magic, et Magic, les cycles sont moins forts, et ont eu des périodicités qui sont beaucoup plus longues, quoi. Enfin, moi, j'ai vu peut-être 1 ou 2 marchés haussiers, on va dire, enfin, marchés haussiers, on va dire, sur Magic, pendant le Covid, il y a eu des augmentations de prix qui ont été vraiment très fortes. Enfin, du x2, du x3 sur des cartes, sur de l'Arabian, du Legend, tout ce qui était ancien, qui était même a priori difficile à vendre, ça a atteint des points hauts qui ne sont jamais revenus depuis, hein. Enfin, c'est les miroirs d'univers qui étaient à 800, enfin je sais pas, Lady Caldera qui était à 400, 500, enfin c'était des trucs très élevés. Maintenant, ça intéresse beaucoup moins de monde, et en même temps, tout ce qui est vraiment un peu ancien, c'est-à-dire 94 à 2000, ça a pris pas mal de valeur. Il y a eu des augmentations sur des cartes qui aussi n'ont pas de jouabilité directe, donc n'ont pas forcément d'intérêt. Sur des trucs qui sont un peu vieux, qui sont un peu nuls et tout, bah on passe de... Mais ça peut être aussi des petites choses, c'est simplement une carte qui était quasiment pas recherchée, qui était à 25 centimes, elle passe à 2 euros, ça fait un x8. Bon, après oui, vous avez gagné 75, enfin 1,75€ sur la carte, d'accord, mais sur une globalité de marché, c'est des augmentations qui sont très très fortes. Donc, donc voilà, le fait de connaître un petit peu des cycles sur Magic qui sont plutôt longs, avec par exemple des augmentations sur les bilans, l'augmentation sur les anciens, etc. C'est quelque chose qui se voit, et c'est pas si évident de voir les cycles un peu des TCG. Avoir une boutique, c'est quand même assez nécessaire, surtout si on suit un peu les ventes et qu'on connaît aussi son stock, parce que suivre les ventes sans connaître le stock, c'est pas forcément non plus le plus simple. Et ça permet quand même de détecter un petit peu des tendances, et aussi d'être dans le milieu, c'est-à-dire de faire des rachats de collection, d'aller chercher parfois faire des centaines de recherches sur MKM sur une collection. Ça permet régulièrement de savoir que les prix montent, que celui-là c'est un peu plus cher que d'habitude, que celui-ci il est pas cher, que là il y a du stock, etc. Après, l'autre point qui est à prendre en compte, c'est que nous, en tant que Français, on a un rapport par rapport au Pokémon, au TCG Pokémon, qui est un peu spécial, dans le sens où on a un marché qui est faible en termes de quantité de produits disponibles, alors que si on se base sur l'anglais, il y a des volumes qui sont beaucoup plus importants, et les cartes sont bien plus disponibles que les cartes françaises. Donc il y a aussi un marché qui est délibérément réduit en termes de volume de cartes, quoi. Donc enfin, si l'année prochaine Pokémon Company fait plus de limites et qu'on peut acheter en France autant de cartes françaises qu'on veut, on va chez n'importe quel détaillant, on dit bonjour, je voudrais 15 displays, on peut avoir 15 displays de la nouvelle édition. Le marché Pokémon, il va quand même complètement changer. Il faut avoir en tête que c'est possible que ça arrive. Donc c'est aussi un autre sujet. Moi, je peux faire des parallèles avec d'autres TCG. Sur Magic, s'il y a une nouvelle carte qui arrive et tout, elle est super jouée, elle est super forte et tout, le prix est de X, et vous dites ok, je vais en stocker, cette carte elle va continuer de monter et tout. Vous en achetez pour je sais pas 10 000 balles.
ce qui est peut-être beaucoup. Et je sais pas, 6 mois plus tard, il y a une nouvelle édition qui sort et la carte est rééditée. Bah là, votre X, il vaut pas grand-chose, hein. Il vaut un tiers de X assez rapidement. Donc c'est aussi des possibilités, alors que dans Pokémon, il n'y a pas ce genre de choses. Il peut y avoir évidemment des reprints de cartes, mais elles se distinguent vraiment complètement des autres cartes originelles par leur typologie, leur édition, leur design, etc. Donc c'est assez rare qu'il y ait des reprints directs. Donc ça c'est quand même une bonne chose, mais il faut essayer de voir un petit peu comment est le marché. Euh, donc voilà, c'est des trucs qui sont un peu basiques sur lesquels faut réfléchir, mais en soi, je reste quand même un peu sur ma position. Si vous aimez certaines cartes et tout, ça peut valoir le coup de les acheter à l'unité parce qu'en fait, c'est souvent, on va dire, le top 10, le top 15 des cartes sur une grosse édition, c'est celles-là qui vont avoir les meilleures augmentations de prix dans le temps. Et acheter du gradé, ça peut être vraiment bien, surtout s'il y a des sujets de stockage, si vous voulez vraiment que la carte elle soit protégée. Et dans ces cas-là, moi je vous conseille d'acheter quand même des notes assez élevées. Enfin, c'est là, nous, dans notre modèle de grading, sur une carte qui est sortie récemment, acheter du 9,5, c'est pas forcément top, quoi. Enfin, surtout si vous êtes en mode, est-ce que vous allez faire une petite valorisation, mais vous ferez pas la meilleure valorisation. Note 10, il est quand même relativement accessible, donc ça peut valoir le coup de regarder quels sont les subgrades. S'il y a aucun 9,5 sur un 10, en termes de subgrade, bah dans ce cas-là, ça peut être un très bon 10. Enfin, ça peut être un 10, 10, 10, 10, 10 ou un 10, 10, 10 plus. Et après, aller chercher carrément les hautes valos sur les 10 plus et les quads. Là, dans ces cas-là, oui, c'est encore le top du top. Mais il y a aussi, il faut bien comprendre que même sur des cartes récentes, du fait des spécifications du modèle de gradation, il y a des cartes qui n'auront quasiment jamais le 10 plus, en fait. Parce qu'il suffit qu'il y ait présence de printline, qu'il y ait des dots sur les corners, que ce soit qu'il y ait des printlines front, qu'elles puissent être fortes, etc. Il peut y avoir quand même déjà des problèmes d'usine et à aller atteindre, si vous avez déjà 2 problèmes d'usine, vous êtes obligatoirement sur un 10 sur 2 subgrades sur 4, le 10 plus, qui est finalement déjà la meilleure note possible, a très peu de chances d'arriver. Donc, des fois, le 10 sur certaines cartes, c'est déjà du haut de gamme. Mais sinon, après, sur des cartes qui sont plus faciles d'accès, aller chercher les 10 plus et les quads, c'est le top du top. C'est une façon vraiment de sécuriser. Mais après, la chasse à la carte, ça reste quand même un truc qui est quand même assez fun. Et moi, au fur et à mesure de l'activité, on a rencontré pas mal de gens qui faisaient genre, ils avaient leur roadmap sur les jours des sorties pour aller à tel magasin, tel magasin, tel magasin, pour être sûr d'avoir au moins 1 ou 2 ETB quand ça sortait ou autre. Et c'est quand même assez marrant de voir des gens qui font à la chasse comme ça. Et puis après, bon, moi je fais aussi donc du rachat de collection. D'ailleurs, il devrait pas trop tarder à se pointer. C'est la même version, mais pas sur du neuf, quoi. Enfin, après, moi, je titille gentiment les gens qui ont la Pokémania, c'est-à-dire, surtout quand on me parle d'investir et tout. Si vous avez la Pokémania, donc c'est une maladie assez répandue qui consiste à ouvrir des cartes Pokémon si vous avez des boîtes scellées à la maison. En général, vers 1h30 du mat, ça tombe. C'est genre, on voit la lune et tout, on se réveille, hop, et puis on ouvre des boîtes. On sait pas trop ce qu'on fait, quoi. C'est une forme de zombie somnambulisme qui peut se déclarer à tout moment. Mais je veux dire, si vous êtes capable de garder des boîtes scellées, moi, je vous conseille d'essayer d'avoir une partie de votre collection qui se positionne en scellé, pour la simple bonne raison que ça prend pas mal de valeur. Et surtout, ça a une liquidité qui est très forte. Dans le sens où si vous avez une ancienne boîte, même qui vaut... on peut prendre de l'évolution céleste. Là, si vous avez un display évolution céleste, le marché, il est à 1200. Et je pense que vous trouverez... en une semaine, vous trouverez quelqu'un qui vous l'achètera à 1000 ou 1100 si vous êtes prêt à vendre, quoi. Si vous sortez un peu les doigts. Mais ce que je veux dire, c'est que votre boîte, si vous l'avez payé 200... la vendre 1100 ou 1200, enfin, c'est pas si big deal que ça, si vous voulez sortir de la position, et c'est beaucoup plus facile de le faire si vous avez des produits scellés. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui avaient des grosses collections en scellé, et moi, je suis une boîte de gradation, donc c'est quand même un schéma qui est un peu différent de ce que je vais faire habituellement, et ça va pas forcément m'intéresser tant que ça
d'acheter du scellé, donc je vais avoir un prix de rachat qui va être relativement bon. Je vais acheter entre 60-70% de la cote sur des trucs normaux. Si vous avez un truc hyper niché qui vaut des milliers et tout, comptez pas sur moi pour vous la valoriser 50 ou 60% de la cote. Enfin, je vais pas être la bonne contrepartie. Je dis pas que l'objet ne vaut pas ce prix-là. C'est juste que c'est trop éloigné et ça coûterait trop de trésor d'acheter des trucs qui sont pas, on va dire, des éditions, quoi. Enfin, moi, je vais me concentrer sur les produits qui ont le plus de boosters scellés dedans, et ça va être des ETB et des displays. Et après, le reste, si vous me sortez une deck box japonaise des années 1850 qui vaut 40 millions, enfin, voilà, ça va pas m'intéresser. Donc voilà. Mais du coup, en faisant des négociations comme ça, moi, je me suis rendu compte que en fait, je me suis fait court-circuiter 2-3 fois sur des grosses collections de scellés par d'autres boutiques, et j'ai compris en fait assez rapidement que enfin ces personnes-là, en tout cas un bon nombre, avaient des capacités de revente qui permettaient soit d'outrepasser la TVA, soit de vendre de la main à la main directement et de faire une marge conséquente. Et dans ce cas-là, évidemment, moi qui va payer des frais de plateforme et la TVA, je vais pas être très compétitif par rapport à ce genre de truc. Mais après, voilà, c'est un métier, c'est aussi connaître et tout. Et bon. Si vous avez le budget, évidemment, c'est facile de sortir 15K sur une collection qui cote 18 et de la revendre à 20K à 2-3 personnes triées sur le volet, et surtout si vous habitez dans des grandes villes. C'est plus facile d'avoir un réseau comme ça et de faire un 5K au black. Et voilà, c'est aussi possible. Après, bon, faut modulo de se démerder, quoi. Mais voilà, moi je vais plutôt m'orienter vers le rachat de collection, et comme je rachète des collections, je vais acheter entre 55 et 60% de la cote, selon la nature et tout. Après, je vais avoir un prix spécial pour le vrac, selon l'état, la langue, etc. Mais je vais racheter tout. C'est aussi une offre qui dit je rachète tout, c'est-à-dire que si vous venez avec une collection et dites vous vendez tout, moi je vais essayer de faire un prix qui soit cohérent et corrélé par rapport à ce que je dis, sur ce que je vois, sur l'état des cartes. Et le service, il marche comme ça. Parce que sinon, enfin, vous amenez vos classeurs. Moi, j'ai vu des gens. Hop, vous ouvrez vos classeurs, ils vont sortir les 5 Pikachu, les 4 Dracofeu que vous avez. Ils vont vous dire, et les 2-3 Rayquaza, ils vont vous dire, ok, je te rachète ça à tel prix. Et là, vous allez faire la connerie de dire oui. Bah, après votre collection, en fait, vous avez perdu la plupart des perles qu'il y avait dedans. Elle a plus aucun cachet. Et les autres personnes qui vont vouloir vous la racheter, vous la racheterez un quart de la valeur de la cote, et voilà, vous ferez un peu avoir par le système, quoi. Mais moi, c'est pas ma façon de faire. Et moi, je viens de Magic, j'ai fait ça, et enfin, j'ai couru après l'argent et j'ai acheté des collections qui étaient très importantes par rapport à mon niveau de vente. Et j'ai toujours été assez carré et transparent sur le fait de racheter la globalité et de faire mon argent sur le fait déjà de référencer des annonces, parce que quand vous avez une seule carte, bah en fait c'est pas dingue, mais si vous commencez à en avoir 2, 3, 4 et que vous faites des ventes en même temps, et ben en fait votre annonce se référence, et donc votre capacité à vendre cette carte, elle augmente au fur et à mesure du temps. Et donc, vous commencez à avoir un business model qui devient un peu tentaculaire. Plus vous avez des milliers d'annonces et que vous pouvez récupérer des clients qui font des commandes de plus en plus grandes en termes de nombre de cartes, etc. Donc, j'étais plutôt sur ce principe-là. Mais après, le jeu Pokémon, il est quand même un peu différent dans le sens où si quelqu'un m'amène une collection de 10 000 cartes, déjà, en fait, c'est déjà trié, en fait. J'ai jamais vu de collection avec, je sais pas, des alternates au milieu d'un tas de communes, quoi. Enfin, il y a pas, ça arrive pas. Et ce qui est plutôt simple, c'est que la valeur en argent, elle se concentre sur très peu de cartes dans Pokémon. Si vous prenez sur une collection de 10 000 cartes, si vous prenez le top 100 en termes de valeur, vous avez 96% de la valeur de la collection, quoi. Les 4% qui restent, ça va être les 9900 autres cartes qui traînent, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est assez facile à identifier, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, on respire, on respire, on respire. Mais j'aime bien. Enfin, là, voilà, je vais faire un petit rachat. Après, moi, j'aime bien faire du contact. J'ai aussi quand même des grosses difficultés à essayer de faire des deals à distance dans Pokémon, parce qu'évidemment, la population, la typologie des gens est quand même attachée à leurs cartes, et en peur de faire des envois, et en peur de se faire arnaquer et tout. Et quand on leur dit, bah écoutez, je suis gérant de la société CGG, j'ai 50 000 euros de capital, je fais X une centaine de milliers de chiffres d'affaires par an,
votre collection, elle vaut tant, je vais en prendre soin et tout. Enfin, du coup, c'est un peu difficile de réussir à faire comprendre. Et de temps en temps, je leur dis, bah écoutez, enfin, je veux dire, envoyez-moi une partie de votre collection, faites un R3 à 10 euros avec 450 euros d'assurance ou un Colissimo à 1000 balles. Et voilà, on commence par faire des deals sur une petite partie de la collection et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, on prend toute la collection. C'est le plus simple. De toute façon, ok, si vous faites un business, si vous faites un deal, peu importe, vous avez une valeur marchande à traiter. La question, c'est quelle est la plus petite partie que vous êtes prêt à perdre dans l'espoir de tout vendre. Voilà. Et si votre niveau de deal, c'est 50 euros, et ben dans ce cas-là, vous envoyez 50 euros et vous vendez 50 euros. Et après, vous vous rendez compte que les frais de livraison et tout, ça fait que bah, vous vendez pour rien. Donc, vous commencez à recalculer, vous envoyez 250, ça se passe, et 500, 250, 500, et vous dealez. Après, peut-être qu'il y a aussi un morceau, on va dire, qui est suffisant. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de lots dans ma vie, et au final, j'ai adapté les lots que je vendais par rapport au poids, par rapport aux tarifs postaux. Donc, j'ai fait des lots de 5000 cartes qui pèsent 10 kilos, et ça permet de faire une annonce avec des cartons qui sont adaptés, de série, de pouvoir ranger les cartes, faire des lots et tout. Et je sais pas, j'ai fait... en 10 ans, j'ai fait peut-être 250 ventes de lots de 5000 cartes, quoi. Enfin, ça fait quand même beaucoup de cartes. Ça fait 1 million... enfin, je peux être vendu 1 million 3, 1 million 4. Et encore, je faisais des lots de 30 kilos aussi pendant longtemps. Mais voilà, c'est de faire de séries, et l'idée c'est de faire à peu près la même méthodologie si quelqu'un il a une grosse collection, mais après la question se pose pas. Enfin, je veux dire, quand vous faites un deal sur, mettons que vous avez la collection d'une vie et votre collection elle vaut 15 ou 20 000, vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne et vous propose 10 000, ça n'arrivera pas. Enfin, le deal il va se faire quand même sur des niveaux beaucoup plus bas, je dirais. Enfin, moi je serais à 7005, plus ou moins 1000, on va dire peut-être 8005 sur une collection comme ça. Mais après, il y aura aussi peu de personnes qui sont capables de sortir autant de trésorerie. Après, dans Pokémon, il y a quand même des gens qui ont beaucoup d'argent, mais moi, dans Magic, j'ai fait peut-être 4 achats qui valaient genre 20K, et pas mal d'autres aux alentours entre 5 et 10 000. Et dans ce genre de choses, il faut réussir à ce qu'il y ait un climat de confiance, que la marchandise soit la bonne, que les cartes soient bien, et derrière, sur un deal de collection, sur 10 000, moi je vais faire un acompte de 3 000 et je vais acheter, je vais payer les 7 000 restants sur des mensualités de 500 ou de 1000 ou de 1500 selon la capacité que j'ai de trésorerie à ce moment-là, quoi. Donc faut aussi accepter que pour bien vendre, ça prenne un peu de temps, et aussi, bah, il y a aussi un autre point, c'est plus votre collection elle vaut cher, moins vous allez réussir à la vendre bien, quoi. Enfin, c'est juste parce que par rapport au nombre de personnes qui sont dispo, qui ont l'argent, quoi. Et si vous avez une collection de 100 000 euros, déjà, si vous la vendez 50 000, c'est pas mal. Enfin, c'est assez incroyable. Et si vous la vendez 50 000 comptant, c'est un très bon deal, quoi. Enfin, euh, moi, je vais pas m'amuser à acheter 60 000 euros de cartes cash. C'est compliqué. Et puis, il y a aussi un autre sujet, c'est que si moi je veux acheter une collection, mettons à 30 000, donc ça veut dire que la collection cote au moins 50, je vais faire un acompte de 10 000, mais je vais pas accepter d'avoir qu'une partie des cartes. Parce que moi j'ai de l'intérêt, enfin, pour pouvoir payer les 20 000 restants, je compte sur le fait de commercialiser jour 1, enfin, ça prend pas un jour, mais de commercialiser le plus tôt possible, le plus de cartes de la collection pour réussir à payer cette collection le plus vite possible, parce que sinon, en fait, ça sert à rien d'acheter une grosse collection, quoi. C'est nécessaire. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un espèce de climat de confiance si vous faites des deals comme ça. Et, euh, et c'est nécessaire, mais de toute façon, les gens, ils ont besoin d'argent, et c'est aussi des choses qui sont assez liquides, des biens. Quand il y a des gens qui déménagent, quand il y a des gens qui emménagent avec quelqu'un, quand il y a des gens qui changent de vie, qui quittent le pays, qui font d'autres trucs et tout, il y a toujours plein de raisons pour se séparer en fait des choses qu'ils ont parce ils partent, et il y a forcément des deals. Après, le fait aussi d'être dans une zone géographique où il y a beaucoup de monde, il y a des flux, ça peut être aussi ouvert à beaucoup de concurrence, parce que si, je sais pas, vous commencez à faire des offres de rachat et que vous avez un magasin TCG en bas de votre immeuble et que il vous pique tous vos clients parce qu'ils croient que
c'est vous. Bah, c'est quand même un peu dommage. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, avoir une zone géographique pour pouvoir faire du rachat Pokémon, ça peut être vraiment un moteur qui est fort. Donc, moi, je suis basé à Brest, hein, donc je dis, enfin, moi, j'ai passé, je sais pas, les 10 dernières années de ma vie à regarder sur le Bon Coin et à cliquer sur où ça se trouve et bah me rendre compte que c'était loin à chaque fois, quoi. Enfin, très loin même. Déjà, quand on commence à voir la mer en bas de l'écran, c'est qu'on est plutôt du côté de Nice, et Nice, de Brest-Nice, c'est 11h30, 13h de route. Donc, aller chercher une collection qui vaut 1000 balles pour faire 28 heures de voiture aller-retour, bah, c'est compliqué, quoi. Après, j'ai déjà fait des trucs assez balèzes. Enfin, je suis allé acheter une collection, j'ai pris l'avion, j'ai loué une voiture et tout. Enfin, ça m'est déjà arrivé de faire ce genre de truc. Donc, et puis, enfin, en soi, c'est pas grand-chose, quoi, parce que bon, voilà, il y a plein de gens qui font ça dans leur société, mais quand c'est votre auto-entreprise qui vous dicte de dire tu vas aller là et tu vas y aller comme ça et tout, c'est quand même c'est assez sympa de faire ce genre de truc, quoi. J'ai eu le message, je pense que ça va être le rachat de ce matin. Bon, annulation du rachat, dommage, mais bon, apparemment, c'était pas évident. Déjà, la venue dans la ville était pas simple. Bon, bref, je vais pas en parler. Bah ouais, j'ai parlé un peu du rachat. C'est quand même assez sympa de faire des petits deals comme ça. Après, j'ai fait, là, je fais pas beaucoup de rachats, mais j'ai toujours mon site de rachat Pokémon qui est une deuxième version qui est en cours de préparation. Je vais essayer d'avancer, mais j'ai été pris par des merdiers administratifs que j'avais fait en retard, donc j'ai dû régler. J'en ai un autre à gérer et un autre petit à gérer aussi, donc voilà. Mais bon, de toute façon, je suis en train de me chauffer là juste en ce moment sur. Ok, j'ai fait une petite série de 39 cartes. Je vais remettre sûrement des billes dans la machine pour racheter des cartes sur le marché. Donc là, c'est ce que je dis, c'est essayer de faire une série peut-être de 200 cartes. Là, par contre, il faudrait quand même qu'il y ait du monde pour acheter. Mais en tout cas, ouais, je vais sûrement repasser un petit peu en mode usine sur août, parce que là on est le 6, donc si je commence à faire des commandes, ça prendra une dizaine de jours à arriver en partie. Je préfère une première série de 100, puis une deuxième série de 100, et faire sur 2 jours, et ça me motive bien. Après, voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai des métriques, je peux me dire, ok, bon, j'ai 25 heures à faire si je veux faire ces 2 séries, comment je les répartis, est-ce que je peux faire des trucs en avance, patati patata, etc. Donc c'est quand même assez sympa. Après, bon, voilà, c'est quand même un peu l'été, donc j'ai pas envie de me charger trop de boulot. En plus, je suis beaucoup plus libre depuis très peu de temps, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions et tout, et maintenant, je suis plutôt plus à l'aise. Donc, voilà, je suis plus... j'ai une certaine bonhomie, pour parler un peu avec un mot désuet. Et sinon, bah, ça se passe. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah merci franchement pour tous les clients WoW, parce que là on a eu quand même beaucoup de clients, la boutique va bien, enfin on a 2700 évals, les gens sont très contents, il y a quand même des petites erreurs, là il y a une annonce avec une image de Ponyta qui vendait un rhinocéros, et du coup bon bah, voilà, j'ai offert le rhinocéros parce que le client croyait acheter un Ponyta, bon voilà c'est ça. Voilà, c'est les petits potins opérationnels, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis quand même content de ce qui se passe. CGG ne s'est jamais aussi bien porté que que maintenant, enfin en ce moment. Et ça fait plaisir d'avoir beaucoup bossé et de récupérer quand même une partie du travail au fur et à mesure du temps qui a été fait. Ça motive pour aller aussi de l'avant. Et puis là, les questions sont maintenant un peu ouvertes dans le sens où, ok, je vais régler ça, et après, c'est quoi l'étape d'après? Je commence à arriver sur c'est quoi l'étape d'après? Parce que mine de rien, le, le, la boîte existe depuis presque 5 ans et on a mis un peu de temps à démarrer. On a fait du service. Maintenant, on fait la commercialisation depuis fin 2024, donc ça faisait un peu plus d'un an et quelques. Non, ouais, un peu plus d'un an et quelques. Ça a pris l'ampleur que ça a pris, et puis il y a beaucoup de bons, du très bon qui se passe. Et c'est quand même assez plaisant de voir ça. Après, bon, je suis pas encore à me dire je vais gagner plein d'argent et tout, parce que juste, enfin, ce que j'essaie d'exprimer à travers les quelques vidéos que j'ai fait, c'est que
juste maintenir en fait le navire à flot, ça demande quand même pas mal d'efforts. Enfin, je sais pas si votre objectif c'est de faire 10 000 pas par jour, bah maintenir la boîte c'est de faire 12 000 pas quoi. Donc ça veut dire que si vous voulez commencer à vous rétribuer ou autre, faut aller faire les plusieurs de milliers de pas supplémentaires par jour, tous les jours, pour commencer à vous mettre bien. Donc c'est le coût du truc quoi. Mais la question c'est est-ce qu'il faudrait pas prendre d'autres piliers pour pouvoir justement supporter le coût de la boîte, et est-ce que aussi la boîte est suffisamment mature pour déployer le modèle, le mettre un petit peu à l'échelle dans un premier temps, de s'habituer à une nouvelle façon de procéder, et, euh, enfin de continuer le procédé actuel, mais peut-être d'autres, enfin d'une autre version, d'une autre façon un petit peu, et de pérenniser le travail en équipe et de faire vraiment quelque chose de fort. Merde, bon, je me fais harceler là, casse les couilles. Je suis en train de parler quoi. Je sais plus ce que je disais, mais bon, moi, j'ai été interrompu. Je parlais de la boîte, du fait que ça se passait bien, mais après, voilà, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans les TCG. Enfin, moi, j'ai commencé Magic, j'avais 11 ans, j'en ai 38 maintenant, donc ça fait 27 ans. J'ai commercialisé un petit peu pendant que j'étais dans les études. J'ai recommencé après avoir fait une SRL. Ça fait quand même pas mal de temps, et il y a des astreintes non négligeables de gérer des boutiques, de gérer la boîte de gradation. Je sais pas comment j'y arrive, hein. J'en sais rien. Mais il y a des moments où c'est moins simple. Et du coup, je pose aussi un peu la question de vie, parce que travailler les cartes et tout, faire des envois, machin, faire des trucs, c'est un peu être dans la matière. Donc moi, j'aime bien aussi les idées, et j'aimerais bien peut-être travailler une autre partie de ma vie dans les idées. Donc je sais pas si ça va être maintenant ou plus tard, mais en tout cas, c'est un truc qui me motive aussi pas mal. Mais là, le fait de faire des vidéos et tout, je souris, j'aime bien ce que je fais, et je pense aussi que je peux sortir de CGG sans que CGG s'arrête. Donc, alors ça, c'est bon. Par contre, ça, mais bon, je peux imaginer avoir 51% des parts, enfin, casser un peu le patrimoine des parts sociales, et monter une grosse équipe qui pourrait être en partie indépendante de moi. Après, enfin, je veux dire, si je suis dans cette situation-là un jour, je vais quand même garder la meilleure partie pour moi, pour faire des trucs quand même, évidemment, mais c'est quand même aussi un truc. Ok, mais bon, bref. Mais en tout cas, cette idée-là repointe son nez, le fait de ne plus être opérationnel dans la boîte, et qu'elle vive sa vie. Alors, c'est une milestone, là je la vois, voilà, on est le 6 août 2026, bon, c'est pas une milestone qui est de cette décennie, je pense. Alors voilà, c'est comme horizon de temps, enfin, voilà, 2026, il me reste 3 ans et 4 mois, je pense pas pouvoir sortir le personnel en 3 ans et 4 mois, même si ça marche bien. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant enfin, je suis quand même à un certain niveau, dans le sens où les process sont gérés, les différents postes sont différenciés, la façon de faire, les procédés sont arbitrés, ce qui veut dire que c'est vachement facile d'agir directement au niveau de la production, au niveau du fait de faire des cartes gradées, et ça, c'est un état qui n'a pas été vraiment mis en perspective au cours des années précédentes. Enfin, c'était toujours vraiment en mode survie, alors que maintenant, le mode survie, il est pas, il est plus de mise en fait. On n'est plus dans le mode survie, et peut-être que c'est aussi cette étape, enfin cette étape qui est visible. Et, euh, et heureusement, enfin après, je sais pas si vous êtes un peu au courant des trucs entreprises et tout, mais il y a jamais eu autant de faillites d'entreprises que maintenant, quoi. Enfin, les gens, ils créent des boîtes et ils se cassent le dos. Enfin, moi, les gens qui lancent des business, qui prennent des bails, qui prennent des pieds de porte, qui essaient de monter des trucs dans ma ville. Et là, je me rends compte, moi, qu'il y a quand même des gens qui ont des illusions en termes de business et autres. Enfin, faut apprendre, hein, je suis d'accord, mais enfin, jour 1, on sait quand même que ça va pas le faire, quoi. Donc, parce que les gens croient qu'avoir une boutique, ça crée de la clientèle beaucoup, quoi. Enfin, et
enfin, c'est pas simple. Enfin, surtout en France, je sais pas si vous vous rendez compte de la merde qu'on nous propose. C'est quand même compliqué là au fur et à mesure des temps. Mais bon, bref, je vais pas lancer dans un débat déprimant. Je parlais du fait que ça se passait bien et c'est cool quoi. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir d'être dans. Enfin, je revois des choses. Je sais pas, j'ai remis en place la salle de grading il y a quelques mois. Je sais pas si je vais faire venir quelqu'un dedans supplémentaire, mais peut-être. En tout cas, c'est vraiment prêt, c'est mieux organisé, ça me plaît plus et voilà, quand j'y vais un peu de temps en temps maintenant, bah je trouve ça bien quoi. Enfin, je trouve ça bien d'avoir fait ça. Il reste encore des trucs à gérer, toujours pareil, machin et tout, faire de la place pour que ce soit mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la boîte est prête pour une augmentation et je pense que je suis un peu plus prêt moi aussi pour diriger et pour arrêter de faire un peu n'importe quoi avec enfin, les idées quoi. Enfin, je peux faire un plan sur je sais pas sur 9 mois, un an de qu'est-ce qui doit être fait, enfin je peux faire j'ai une vision de comment je veux développer le truc et je suis apte à faire ça quoi. Donc faut y aller. Après, voilà, comme je dis, c'est l'été, machin et tout. J'ai pas forcément envie de me lancer dans un truc de ouf tout de suite. Et puis, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il faut que je prenne aussi un peu de temps pour moi, parce que le problème de la dynamique de monter une boîte et de gérer tout, c'est que, bah, ça tourne, quoi. Ça tourne tout le temps et du coup, on se met un peu dedans et au résultat, enfin, moi, j'ai perdu comme beaucoup de vie personnelle au cours de la création de CGG et maintenant que j'ai un peu plus de place, je me rends compte que j'ai besoin, en fait, de déconnecter un peu du boulot et quand vous êtes en mode survie, vous pouvez pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, petites vacances bientôt, voilà, et puis on se met bien, quoi. On se met bien, et puis faut quand même être un peu motivé parce que si on n'est pas motivé, ça marche plus du tout quoi. Enfin, c'est très 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 dur quoi. Donc faut se motiver. Allez voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je me regarde et tout, je raconte que des conneries au bout d'un moment. Je sais pas comment je vais identifier cette vidéo, mais je sais pas, je vais réécouter cette musique une fois de plus que je trouve plutôt bien, même si c'est une musique faite par IA. Voilà, ça me parle pas mal. Bref, qu'est-ce que je disais d'autre? Rien. Allez, salut. Et puis, bah, à la prochaine. Merci d'avoir vu cette vidéo, de vous être un peu perdu sur Internet. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé, même en décalé.